All right. Okay, baby girl. Who sent ya? Who sent ya? Sam fucking Peckinpah. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Bonsoir, mardi 29 septembre à 19h, 20h en attendant Godard sur Radio Campus Rennes, saison 8, épisode 4. Ce soir, donc, c'est la seconde partie de l'émission consacrée au cinéma de Sam Peckinpah. Une petite ouverture, extrait donc d'un récit de tournage. On va dire que c'est un collage autour de la bibliographie de Sam Peckinpah et de ses films. Donc le côté inévitable de la fin du conflit entre Billy et Garrett me fascine. Plus précisément, le côté inévitable dans la mort de Billy. Les mêmes types qui avaient embauché Garrett pour tuer Billy l'ont assassiné quelques années plus tard, et l'un d'eux, Albert Fall, est devenu par la suite secrétaire de l'Intérieur des États-Unis. Ce qui est peut-être lu comme un commentaire sur le gouvernement actuel, dit-il. Peckinpah, qui venait de voir et adorait Macadam à deux voix, Tulane Blacktop de Monte Hellman, embauche son scénariste Rudy Wurlitzer. Quand James Aubrey, l'homme à la tête de la MGM, découvre dans le scénario des séquences comme celle où Garrett se repose au bord d'une rivière et échange des tirs avec une famille qui avance en bateau, il devient hystérique. On lui renvoie l'argument suivant, c'est un moment de violence existentielle, ce à quoi il réplique « Existential fucking violence, je ne veux plus jamais entendre parler de ça ». Donc voilà, c'était une ouverture par rapport à Bloody Sam. On a fait déjà une première partie la semaine dernière autour de son cinéma. Donc l'ouverture que je viens de faire, c'est l'extrait d'un livre qui est sorti il y a quelques semaines chez Capricci, Sam Peckinpah tout simplement. Je le disais déjà la semaine dernière en partenariat avec le festival de Locarno. Voilà pour ça, donc même pas besoin de faire plus de choses sur le sommaire. Juste une petite précision, c'est qu'on a plutôt abordé les westerns la semaine dernière, même si c'est la façon de revenir aussi ce soir. Là, il va être plutôt question donc, de ces films dits plutôt plus contemporains, en tout cas tournés à l'époque, à la même époque. Avec moins de chevaux. Avec moins de chevaux, effectivement, même si on verra. Notamment avec Junior Booner, Mathieu. Oui, que nous, on appelle Junior Bonheur, mais que certains appellent Junior Booner. Ouais. Il n'est pas là d'ailleurs ce soir à cause de cette erreur. Voilà, Thibaut, que vous aviez l'habitude d'entendre d'habitude, a été viré suite à cette grossière erreur, remplacé avantageusement par Simon, que vous connaissez peut-être. Merci, bonsoir à tous. Simon l'Ancien, à ne pas confondre avec Simon le Jeune, qui était là la semaine dernière. C'était une farandole de Simon. Et puis, bien sûr, vous avez le droit à votre dose de Thomas hebdomadaire. Salut kids. Et on remercie aussi Gal qui nous assiste à la technique ce soir. Sans doute un des hommes les plus grossiers qui m'était donné de rencontrer. Donc c'est quand même... Il y a une sacrée chance. Oui, c'est vrai. Ouais, quand même. Et pourtant, tu me connais. Ouais, mais quand même. On ne sait jamais si on connaît les gens. Il est plus vicieux. Voilà pour le sommaire et la présentation des forces en présence. On était resté sur Pat Garrett. Sur Junior Booner et Pat Garrett et le Kid, film de 72 et 73. On va revenir un an en arrière avec en 71 donc les Chiens de paille de Sam Peckinpah et peut-être Ramsar raccorder avec cette idée un peu de misogynie ou de la place des femmes dans le cinéma de Peckinpah, quelque chose qui posait en tout cas a posé problème dans la réception, surtout pour les chiens. Pose encore problème. Oui. Il suffit de regarder le numéro de cet été des cahiers sur l'érotisme. Il y a un article qui d'ailleurs m'a fait sourire, je trouvais bien vu, sur la goutte de sueur sur le téton d'Ali McGraw dans Guet-apens. Mais c'est dit d'entrée, c'est TC peut-être qui l'écrit, je ne sais plus. La misogynie de Peckinpah. Effectivement, c'est quelque chose qui revient. Mais là, c'est pas utilisé contre lui. Je crois qu'il faut être clair sur une chose, c'est que c'était un cinéaste qui avait conscience de ça. C'est pas comme si ça apparaissait au spectateur en lisant entre les lignes et qu'il le mettait en jeu dans le film. Et je pense que c'est tout simple en fait. C'est comme ce que vous avez dit la semaine dernière sur la violence. C'était que, comme ce que disait Coburn dans le passage que vous avez passé la semaine dernière, c'est qu'il avait besoin de montrer ça pour voir et comprendre comment était l'homme avec un grand H et un petit H dans ce cas précis. Il mettait en jeu cette misogynie parce qu'elle lui posait problème.
il a jamais cherché à faire des portraits de femmes parce qu'il pensait pas les connaître en fait. Il pensait pas être le mieux placé pour ça. Je pense pas que son cinéma au sens propre, c'est-à-dire sa mise en scène ou alors sa construction dramatique soit misogyne. Là, ça serait difficile à cerner, mais ce serait discutable. Non, il met en jeu dans ses scénarios des situations qui montrent qu'il y a une misogynie pire que rampante dans la société, notamment américaine. Vous en avez parlé la semaine dernière, que ça remonte aussi à la constitution de l'Ouest, à comment les rapports de force entre individus se sont faits, comment il y a des rapports de force au sens du plus fort qui règne, et puis il en souffre en fait, ça, de Peckinpah. S'il met si souvent en jeu, ça se voit, je pense, avec le personnage de Benny dans Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, c'est son personnage le plus autobiographique, il me semble. C'est celui qui perd tout alors qu'il essaye de construire une idylle, quelque chose un peu paradisiaque avec cette femme qu'il aime beaucoup. Et Peckinpah arrive à faire un beau portrait de cette femme, mais c'est filtré par le personnage masculin parce que Peckinpah sent tout simplement masculin. Il sait bien qu'il ne peut pas comprendre exactement ce personnage féminin. Et pourtant, ça lui échappe, tout lui échappe des mains parce qu'il y a cette violence qui est typiquement masculine qui vient briser cette idylle dans tous les sens du terme. Je crois que là, on comprend bien ce que Peckinpah souffre en fait de cet état de fait, de ses rapports humains et notamment de ses rapports homme-femme. Dans le cas des Chiens de paille, c'est peut-être, ça a pu poser plus de problèmes parce qu'il s'intéresse à un personnage féminin assez, je dirais pas, elle n'est pas idiote, mais légère. Elle joue un peu, disons, elle est immature. C'est plutôt ça en fait. C'est pas une question qu'elle soit femme ou pas, c'est qu'elle est immature par rapport à un personnage masculin qui est trop sûr de sa maturité intellectuelle et qui l'écrase avec ça. Mais il est antipathique. Il est antipathique avec tout le monde dans le film et son comportement vis-à-vis de cette femme, effectivement, c'est un comportement relativement désagréable et plutôt misogyne. On n'est pas censé s'identifier à ça. Je crois que Peckinpah est peut-être celui qui a mis en jeu très souvent ça dans sa carrière. On doit plutôt être redevable. Le personnage de Dustin Hoffman, donc, et sa femme déménagent, en tout cas arrivent en Cornouailles, et donc vont être confrontés. Le village natal de la femme. Le village natal de la femme, et ils vont être confrontés en fait aux locaux qui sont. Il faut savoir que c'était un véhicule pour Dustin Hoffman. Hein. Il sortait d'une série de succès, notamment du lauréat. Madame Cowboy. Voilà, c'est une production autour de Dustin Hoffman, comme commence à se faire à l'époque les productions autour d'acteurs, comme aujourd'hui on a partout avec Tom Cruise ou autres. Là, c'est Dustin Hoffman qui tient la barque. C'est pas un film de Peckinpah. Hein. Lui, il est le réalisateur qui est embauché pour l'occasion. Bon, s'ils sont tombés sur le meilleur, ça tombe bien. Donc c'est à la fois ce personnage qui est, on va dire, le prototype de l'occidental, du lettré, quelque part donc de la raison, et qui va se retrouver donc avec cette femme-là confrontée aux locaux, et en même temps c'est les gens avec qui elle a grandi, donc c'est le personnage de la femme, et donc ça va devenir, on va dire, un mélange un petit peu explosif aussi, puisque ils ont des vues sur cette femme en Surtout fait. quand on dit les locaux, c'est pas des persos de redneck dégénérés comme on peut en voir dans des survival, c'est pas du tout des cons, c'est juste que... Pourtant on n'est pas très loin de ça, parce que quelque part en disant ça, ça peut être aussi... comment ça s'appelle, le film de Wes Craven aussi quelque part. Hein. La dernière maison sur la gauche, ou bien La colline des yeux. Sauf qu'ils les filment pas du tout comme des dégénérés ou des mecs sans esprit ou sans intelligence. Au contraire, il y a même plusieurs personnes dans le village qui ont l'air d'avoir un niveau intellectuel plutôt élevé, d'être assez lettrés, que ce soit le major ou... Ils sont pas des sauvages. Voilà, le pasteur ou le curé. Ou le pasteur, voilà. Et ils les filment pas du tout comme ça, parce que les scènes dans le pub, par exemple, on voit qu'ils les filment avec beaucoup d'affection, que ce sont juste des mecs qui font leur boulot et qui voient débarquer à la fois cette fille qu'ils ont tous plus ou moins aimée quand ils étaient plus jeunes, et ce personnage hyper condescendant et très maladroit dans son comportement vis-à-vis d'eux, qui est le perso d'Hoffman. Et du coup, ils vont s'amuser à lui faire des tours plus ou moins méchants jusqu'à l'explosion finale. Ouais, des tours. Oui. À la fois, et à la fois au cœur du film aussi, quelque chose que le personnage... jusqu'à une certaine bascule. Quelque chose que le personnage masculin n'est pas témoin, et qui est quand même vraiment une scène de bascule dans le film, qui est la séquence du viol, qui est quand même une séquence à la fois en termes de montage, qui est d'une violence vraiment extrême, puisque c'est une violence qui est faite vraiment à l'image aussi, à l'image mentale. C'est d'où la mauvaise réception du film, parce que quand il était sorti aux USA, il était sorti dans une version coupée, où toute la première partie du viol avait été coupée, justement. Et du coup, il y avait que le deuxième viol, où là, on pouvait...
on pouvait comprendre que le personnage féminin aimait justement ce viol. Sauf que quand on voit la version intégrale, c'est contrebalancé par justement le fait que... Je vous lis ce qu'a écrit à l'époque Pauline Kael. Pauline Kael, donc, à la sortie du film, parle d'Asian Pie comme le premier film américain qui soit une œuvre d'art fasciste. Et elle dit ensuite, c'est ça qui est assez... quelque part qui est assez beau, c'est que c'est une chose terrible de dire que quelqu'un dont vous admirez le talent, qu'il a réalisé un classique fasciste. Déjà, donc, elle ne doit pas très bien connaître l'histoire du cinéma, parce que des classiques fascistes, il y en a quand même pas mal. Hein. Et donc voilà, deuxième extrait, en fait, c'est tiré à la fois de l'édition de 2010 de ses chroniques chez Sonatine, mais dans le livre donc, de Capricci, Sam Peckinpah, Emmanuel Burdeau écrit au sujet des chiens de paille, c'est une sous-partie de son texte qui s'appelle « Les chiens de paille ou pédagogie de Peckinpah », en référence à un article de Serge Danet assez fameux sur Godard. Donc il écrit il faut avoir cela à l'esprit quand on voit les dernières 20 minutes des chiens de paille. L'édifice s'y écroule pour livrer passage à la dissolution et à la destruction pure et simple. Ralentis et hurlements, vitres qui volent en éclats, pieds en charpie, mains attachées au fil de fer, pièges détachés du mur pour se refermer d'un coup sec. Pauline Kael écrit que Peckinpah transforme la défense du foyer en orgie de destruction comme s'il était résolu à anéantir toute chose et tout être humain à l'écran. La fureur dépasse son envie de prouver quoi que ce soit. On a presque l'impression qu'elle est dirigée contre la chair elle-même. Qu'elle a raison, la barbarie finale des chiens de paille ne prouve rien, pas même les vertus de l'autodéfense. Elle prouve seulement qu'arrivé à ce stade, il est devenu impossible de prouver encore quoi que ce soit. Oui, c'est pas un film moralisateur. Non, c'est ça. Mais par rapport aux chiens de paille, c'est vrai que ça reste quand même un film on va dire, assez à part. Enfin, j'ai du mal à le mettre, à le faire jouer avec un autre. Il y a quand même une dimension nihiliste qui est même... Là où les autres films sont plutôt pessimistes ou désenchantés, là il y a quand même le discours est assez parlant. Et une sorte d'apogée comme ça. C'est vrai que même si aller jusqu'à le traiter de fasciste, ça peut paraître un contresens, mais le nihilisme est un des liens de parenté avec le fascisme aussi. Parce qu'autant on peut faire jouer par exemple un peu des films ensemble de type Cable Hog, Junior Bonheur et puis Le Convoi. On pense au personnage de Osterman Weekend qui dit « Je suis un anarchiste nihiliste ». Voilà. Ce qui n'est pas, à mon avis, Peckinpah, en tout cas, pas dans, par exemple, La Horde Sauvage. Et que là, je trouve qu'effectivement, on s'en rapproche plus. Peut-être pour à la fois faire une transition avec sur cette idée de misogynie dont on vient de parler par rapport au chien de paille, on peut peut-être faire à la fois un retour en arrière avec le western pour parler de Junior Bonheur, en fait, le dernier bagarre. Et d'ailleurs, pour rebondir sur des choses très intéressantes que disait Simon, je pense qu'il a fait le tour de la question sur la misogynie, mais les personnages féminins dans Junior Bonheur, justement, on sent une évolution. C'est vrai que c'est assez tard, du coup, dans sa filmographie. C'est un an après, en fait. Ouais. C'est même un an après. C'est peut-être là qu'il parvient le plus à... C'est un an après Les Chiens de Paille. À cerner ce personnage, justement, de mère. La mère de Junior Bonheur. Qui est interprétée incroyablement par Ida Lupino. Oui, exact. Je pense que c'est là il y a une telle pudeur et une telle humanité dans le portrait qu'il fait de la mère de Junior Bonheur. C'est ça. Qu'on retrouve effectivement peut-être pas dans le reste de sa filmographie. D'ailleurs, c'est vraiment le terme, je trouve, l'adjectif qui caractérise bien ce film, c'est la pudeur, en fait. C'est un film pudique. Le personnage, vous l'avez même passé, je crois, c'est ça. En tout cas, vous avez parlé de cette phrase incroyable, on peut pas perdre à chaque fois. Enfin, Oui, ou l'autre séquence où ils sont en train de faire n'importe quoi lors d'une séquence de traite qui a un passage obligé du rodéo. Et ils finissent par faire à moitié n'importe quoi avec son père. Et son père lui dit on aurait pu gagner. Et il lui répond mais on a gagné parce que voilà ils ont fait quelque chose ensemble comme deux losers qui en fait savent que leur vraie vie c'est juste de faire de cette sorte de fuite en avant, mais en même temps cet instinct de liberté qu'ils ont tous les deux. Exactement. On était sur Junior Bonheur, j'ai du mal à le dire Junior Bonheur, mais Mathieu, on parlait de ce début, donc il y a le rodéo, puisque c'est un film qui parle de ça, de ce personnage interprété par Steve McQueen, qui est un cow-boy mais finissant. Et on a déjà parlé de ce thème-là donc, dans les westerns la semaine dernière, mais il y a aussi autre chose, c'est que là on se confronte au contemporain, à la route, à la voiture, et donc il arrive chez son père, ou en tout cas là où il logeait plus ou moins, donc il n'est pas là, et en gros ce lieu-là
elle vient d'être achetée et revendue donc, par le frère, et donc les maisons sont en démolition en fait par des... Et donc il se retrouve face à face, lui, dans sa Cadillac, qui est un peu le cheval moderne. Sauf qu'il est derrière. Ouais, face à des bulldozers, une séquence presque de duel en fait, des bulldozers qui sont en train de détruire la maison. Et c'est pas anodin, c'est même très littéral, puisque on a parlé de la façon dont Peckinpah traite la disparition. On dit des valeurs de l'Ouest, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ce n'est pas des valeurs en tant que telles, mais d'un monde, en fait. D'un monde, ouais. Et là, le rodéo, c'est un argument qui est parfait, puisque c'est une vraie culture populaire à laquelle le personnage de Steve McQueen, Junior Bonner, croit et dans lequel il vit totalement, mais c'est une culture populaire qui, progressivement, même si elle perdure encore aujourd'hui à notre époque, n'est plus du tout en prise avec la vie quotidienne, donc qui devient une représentation comme on peut aller à l'opéra. Oui, c'est ça. Et donc c'est aussi le fait de montrer la dissociation d'une culture populaire avec le monde contemporain. Et pas simplement juste la disparition de genre avant ça existait, maintenant ça n'existe plus. C'est pour ça en termes c'est aussi un discours sur les cultures populaires qui ont finalement plus lieu d'être, que ce soit... Parce qu'on en était resté aux dates avec un nommé Cable en 70 dans la dernière émission, et là donc on est en 72 avec Junior Bonner, le dernier bagarreur. Il y avait entre les deux les chiens de paille, et justement Junior Bonner prolonge, ça se terminait quand même par un personnage qui se faisait quand même estropier par une voiture à la fin qui était un western, à la fin de Cable Hog, et donc là on repart tué même par cette voiture. Je voulais rebondir sur ce que disait Mathieu. En l'écoutant, je me rends compte d'une chose, c'est que Peckinpah filme bien, aime sûrement filmer le travail. Il aime bien... effectivement, ce rodéo-là, c'est pas juste un spectacle, il a une dimension liée au travail, à la culture, aussi est très très américain. Mais dans Le Convoi, c'est pareil, c'est pas juste une histoire de type qui roule, c'est l'histoire de ces routiers. On s'en cherche ce côté professionnel, d'une certaine manière, il s'inscrit dans un héritage très américain. Je ne vais pas ressortir Hawks à tout bout de champ, mais c'est sûr que ça, c'est aussi très américain, et du coup, Peckinpah est particulièrement représentatif, savoir filmer ce que c'est que le travail. Même dans le cas des chiens de paille, on arrive à peu près à voir ce que fait que ce chercheur en sciences, en fait, alors qu'il est recul. Oui, d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir si ce qu'il a écrit sur son tableau, oui, ça serait pas possible. Mais et notamment, et j'ajouterais à ce que dit Simon, et enfin, c'est peut-être un peu plaqué, vous me direz si vous le pensez, mais qu'il filme pas le travail aliéné, en fait, ou alors s'il filme le travail aliéné, c'est pour le critiquer. Il filme pas du travail d'usine, il filme des gens qui vivent leur travail en autonomie, en fait, et quelque chose justement qui fait aussi écho à des valeurs, encore une fois, une valeur, ça veut rien dire, mais à un monde américain disparu, c'est-à-dire que quelqu'un n'est pas, le salariat, le travail, aliéné, c'est pas ce genre de travail qu'ils filment, c'est des gens qui ont un mode de vie dont leur travail fait partie, et dans le cas de Junior Bonner, qui progressivement il se rend compte que ça devient de l'exotisme en fait, le rodéo, et lui il refuse de voir ça. Comparativement aux mêmes périodes, on a chroniqué ici Blue Collar de Paul Schrader il y a quelques mois, où clairement on était dans un travail aliéné aussi. Travail aliéné, du coup c'est un point de vue plus critique. Cette question est au cœur de Croix de Fer dans le fond, parce que ce Steiner est devenu un professionnel de la guerre, et il fait ça mieux que les autres, mais il fait pas ça pour les médailles. C'est un mec qui fait son boulot, quoi. C'est, comme je disais, il filme très bien les gens au travail, et c'est ce qu'il fait dans Croix de Fer. Il filme juste des mecs qui font leur boulot, et puis entre deux coups de feu, ils vivent dans leur chambrée comme des amis, et parfois ils partent dans les tranchées pour aller faire la guerre parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, et on peut rapprocher ça justement d'une critique, même si ça reste, je pense que ça reste plutôt intuitif que théorique chez Peckinpah, mais d'une critique du travail aliéné, au sens où là où il montre le travail aliéné, c'est un travail de tueur et de militaire, quoi. Ça, il a une dent contre les tueurs professionnels, la CIA, les agents secrets, ce qu'on pourra voir en 75 avec Tueur d'élite, avec du coup dans Starman Weekend aussi, parce que le personnage de John Hurt justement fait toute son action dans le film pour se venger de son patron, qui est joué par Burt Lancaster, qui a fait buter sa femme au début du film. Alors, moi je voulais peut-être amorcer là un petit peu quelque chose qui me tient depuis quelques mois, c'est-à-dire que il y a une histoire là qui est un peu parallèle et qui, on va dire, au niveau des bornes en fait qu'on a l'habitude de traiter, donc de dire en gros 68, 69, 80 pour aller donc Dizzy Rider à la porte du paradis, on va dire voilà le nouvel Hollywood des années 70, mais il y a peut-être une autre histoire un petit peu plus secrète à faire sur la télévision en fait, et le rapport au spectacle et à l'image qui serait
pour reprendre un terme que Thomas aime bien aussi, une image prostituée ou autre, et qui irait en fait de 68 avec le démon des femmes de Robert Aldrich, et qui pourrait se terminer avec une date peut-être un peu butoir qui serait celle de 83 avec Osterman Weekend et La valse des pantins de Martin Scorsese, et qui serait en passant justement par des cinéastes, je pense à Robert Aldrich, lui qui Lumet avec Network, je pense évidemment, et Aldrich en fait qui à mon avis creuse en fait, il y a deux voies là, qui c'est celle de Peckinpah et celle d'Aldrich. Jean-Baptiste Auré a quand même déjà bien labouré sur ce terrain, mais il y a l'ultimatum des trois mercenaires qui serait justement par rapport à ça le truc définitif, donc chez Aldrich, et chez Peckinpah c'est Osterman Weekend. Et si on fait ce jeu-là, Tueur d'élite, en 75, la même année, il y a La Cité des dangers de Robert Aldrich. Donc à chaque fois, on est sur la surveillance, l'écran de contrôle, le fait que on va dire ça, que les personnages sont conscients qu'il va sans doute, si on veut se libérer, éteindre la télévision, ce qui est clairement dit à la fin d'Osterman Weekend. C'est toute la paranoïa des 70s qui est redoublée par le fait qu'ils sont de plus en plus filmés, que toutes leurs actions sont médiatisées soit par des offices de télévision, soit par le gouvernement tout simplement. C'est ça. Qui après sera repris dans plein d'autres films très différents dans les années 80 et puis 90, mais c'est quelque chose de plus en plus prégnant. Donc chez Lumet, chez Peckinpah, chez Aldrich, chez Frankenheimer aussi. Ouais. Donc c'est une genre c'est une paranoïa générale qui attaque la contre-culture américaine qui était aux prises dans les années 60. C'est ça, ouais. Même s'il me semble moins à l'aise sur les derniers films que vous évoquez, en fait, ça rejoint ce que vous avez dit la semaine dernière sur son rapport au conglomérat, dans La Route sauvage, dans cette voiture mécanique qui écrase Cabelog. Même ce qui représente le mot de chrysome dans Pat Garrett et le Kid, c'est aussi ça. C'est... finalement, James Coburn dans Pat Garrett, c'est éminemment celui-là qui a laissé ses valeurs de côté et qui travaille pour le grand capital, en gros, quoi. À peu près ce qui cette figure du tueur du mercenaire. Dans Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, on a ce type qui se retrouve à tuer, mais c'est pas son objectif premier, et il est opposé à ce couple d'ailleurs de personnages. Il y a la question de l'homosexualité revient souvent chez Peckinpah pour l'époque. Déjà, il est sous-entendu dans La Route sauvage que deux des tueurs à gages, les deux plus connus, dont les noms m'échappent, Slim Pickens. Oui, je pense. Ils sont probablement homosexuels. C'est quelque chose qui traitait de façon assez frontale, et c'est-à-dire sans. Il n'y a pas de. Comment dire ça fait pas sujet, et c'est ça qui est intéressant en fait. Les personnages se comportent pas différemment. Donné, en fait. Et donc il est moderne à ce niveau-là. Et quand il en fait un sujet pour des personnages secondaires dans Croix de fer, en fait, il s'intéresse pas du tout à leur homosexualité ou les relations qu'ils puissent avoir. C'est juste que ça va devenir un moyen de pression pour le personnage du capitaine qui est joué par Maximilien Schell. Oui, pour montrer toute le caractère mauvais de ce personnage. La veulerie du personnage. Voilà. Et donc, dans Apportez-moi, ces deux personnages sont aussi ces tueurs embauchés. Ils font ça pour le fric. Et ça, c'est pas quelque chose qui plaît beaucoup à Peckinpah, puisque c'est toute l'histoire de La Route sauvage, où finalement, vous l'avez dit la semaine dernière, ce qu'ils veulent, ils finissent sur un acte gratuit. Et c'est un film assez étonnant d'ailleurs, Tueur d'élite, de ce point de vue-là, puisque s'il commence, on va dire, ce qu'il a déjà fait avant, mais c'est-à-dire que par rapport à l'écran de contrôle, c'est-à-dire que c'est la marque aussi de la trahison entre les personnages de James Caan et de Robert Duvall. C'est-à-dire que c'est dans cette baraque qui est surveillée, où en gros c'est des contractuels pour la CIA, ils viennent pour garder un personnage donc de soviétique ou de russe, de transfuge. Et donc Duval, à ce moment-là, en fait, va trahir le personnage de James Caan. Et tout le montage de cette séquence, de ce moment-là, est vraiment articulé autour de la surveillance et des images. On les voit arriver justement à travers un écran, quoi. Alors, c'est vrai que c'est l'époque aussi, je pense que c'est les scénarios qui s'imposent à Peckinpah à ce moment-là. L'époque du grand thriller paranoïaque pour Osterman Weekend, c'est l'auteur de Jason Bourne, non ? C'est Robert Ludlum, ouais. Je suis pas sûr qu'il serait allé de lui-même vers ce genre de... Oui, c'est aussi une mode, les Aladji Pakula. Oui, exactement. Je ne savais pas d'ailleurs qu'avant de faire Osterman Weekend, en fait, il va mourir peu de temps après, mais c'est-à-dire qu'il était... Stephen King lui avait envoyé quelque chose. Ça, je ne savais pas, en fait. Ouais. Il lui avait envoyé une histoire de fantôme. Comme quoi... C'est incroyable, ça. C'est incroyable, ouais. Après, il y a un côté aussi très américain chez Stephen King. On ne sait pas comment ça aurait pu transparaître. Ouais.
C'est étonnant. Mais finalement, dans la commande, même si chez lui, on l'a un peu dit déjà la semaine dernière, il y a quand même quelque chose de toujours contraint quasiment. On va pas forcément en rajouter sur ses problèmes aussi de drogue, d'alcool, etc. Enfin même à la fois il a eu quelques gros bids au box-office, voire parfois des problèmes de production dus à ses dépassements de budget comme sur Cable Hog, et aussi donc il a eu pas mal de films de commande, des choses qui étaient imposées. Il y a Guet-apens qui était un véhicule pour Ali Magro et pour Steve McQueen qui venait juste de se maquer. Le Convoi et même chose, c'est un film de commande. Pareil pour Le Tireur d'élite et puis pour Osterman Weekend. Et c'est des films où il a toujours su se dépatouiller malgré les contraintes de production qui étaient parfois énormes. Et comme sur Guet-apens, c'est adapté d'un ouvrage de Jim Thompson, donc un des meilleurs auteurs du roman noir américain. Et c'est un de ses chefs-d'œuvre. C'est dire à quel point c'est un livre exceptionnel. Le lien conjugal. Où le film prend énormément d'écart en glamourisant beaucoup plus ses personnages, parce que c'est McQueen et puis Ali Magro, donc il fallait forcément que le personnage de McQueen... Parce qu'on pourrait s'attendre à Peckinpah qui soit intransigeant par rapport à ça. Le bouquin de Thompson est 10 fois plus noir et plus pessimiste que le film. C'est-à-dire qu'en fait, le couple est prêt à s'entretuer du début à la fin du livre. Ah oui, ce qui n'est pas le cas dans le Guet-apens. Peut-être marquer une pause musicale et après parler aussi un peu de montage avec Simon, et peut-être aussi faire un petit quelque chose sur Croix de Fer, parce que je sais que c'est un film ici qui, notamment pour Thomas et Simon, les deux vont ensemble, quoi. On écoute, Thomas, un extrait de la BO de Bring Me the Head of Alfredo Garcia, donc Sur la route. On the Road, extrait de la BO d'Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. De Jerry Fielding. Non, de Peckinpah. La BO de Jerry Fielding qui a fait 6 films pour Sam Peckinpah. D'accord, Thomas. C'est vrai que vous l'avez dit la semaine dernière, mais il est fidèle et on peut remarquer qu'il a eu 2 excellents chefs opérateurs. Je le précise, Lucien Ballard et John Coquillon, il faut remarquer leur travail incroyable. Je pense à la Pat Garrett, c'est celui que j'ai revu là, ce matin, et c'est vrai que Coquillon, là, il est vraiment très fort. Il a un nom bizarre, mais il a que des mecs d'origine française. Oui, c'est pour ça. Peut-être, oui, je disais les Croix de Fer et le montage ou autre chose, mais Simon. Oui, moi je sais que c'est ça qui m'avait toujours impressionné avec ce film, mais c'était déjà en germe. Évidemment dans La Horde sauvage et je le remarque particulièrement dans Les Chiens de paille. C'est cette recherche de saisie de ce que serait une simultanéité des événements qu'il atteint à un niveau vraiment étonnant dans Croix de Fer. Je pense notamment à la scène des tanks russes où les personnages sont tout seuls perdus dans les tranchées. Ils ne savent pas qu'ils ont été abandonnés en fait, que les tanks sont ici en train de ravager ce qui était à l'époque les lignes allemandes. Et là, il parvient, parce qu'on voit on voit les tireurs dans les tanks russes, on voit les personnages principaux qui essayent de fuir dans les tranchées, qui placent des mines, etc., des tirs de mortier et autres. Et il parvient vraiment avec un montage très court, mais extrêmement lisible, parce qu'il amène toujours un plan, en le préparant, à donner le sentiment de la simultanéité des événements, un tir qui a un impact immédiat sur le réel. Et là, il atteint vraiment il déploie une science du montage vraiment impressionnante qu'on pense souvent reprise, alors que c'est faux en fait. Je crois vraiment qu'il est le seul à avoir utilisé ça. Sans parler du fait, bien sûr, qu'il va après jouer sur les vitesses, mais dans ce cas précis, c'est pas la question. C'est vraiment comment j'amène une situation, je montre que tel personnage est ici, et puis je le prépare, c'est mis dans la tête du spectateur. Je ne veux pas faire de science cognitive, c'est juste pour dire qu'il amène pas ça par hasard. Ce qui fait qu'après, il peut faire se précipiter les choses parce qu'on a bien saisi où étaient les personnages. C'est une maîtrise de l'espace importante, mais qui ne sera pas exploitée par les mouvements de caméra. Peckinpah, c'est pas du tout un cinéaste du mouvement de caméra. Il fait jamais de mouvement de caméra, regardez bien. Et c'est pour ça qu'il ira en salle de montage avec son monteur du début à la fin du montage. C'est ça. Et alors, il y a du zoom, ça c'est vrai, mais il n'y a pas de mouvement lyrique qui montre un paysage ou un décor majestueux ou autre. Non, en revanche, effectivement, un cinéaste c'est pas Sergio Leone.
Voilà, exactement. Non, c'est pas du tout un cinéaste opératique. Dans Croix de Fer, il fait quelques plans avec des caméras à l'épaule quand il fait des personnages dans des tranchées, mais c'est quelque chose d'extrêmement rare chez lui. C'est vrai. Et en revanche, ça, c'est flagrant. Enfin, je veux dire, il est quand même 20 ans avant Il faut sauver sur la Ryan, mais il y a des plans, on les croirait vraiment sortis du Spielberg. Tu pensais pas à Jean-Pierre Jeunet? C'est dicté par la mise en scène, par la scénographie, quoi, aussi. Oui, bien sûr. C'est pas gratuit, quoi. Je sais pas d'ailleurs, il faudrait se renseigner. Hein, c'est un tournage qui était difficile, Croix de Fer, qu'il a fait en Yougoslavie. En Yougoslavie, c'était un bordel monstrueux parce qu'à l'époque, le régime politique était. Tu veux dire que c'est un bordel monstrueux, c'est littéralement un bordel. Bah, ça aurait pu le apparemment, en plus, c'était vraiment un bordel. Et par exemple, attention à dire des choses sur les Yougoslaves. Quand tu parles de la scène des chars, donc qui était prêtée par le régime en place, en fait. Ils devaient en avoir. Ils en avaient 3. Et ils en avaient 3. Et pourtant, en voyant le film, on dirait qu'il y en a au moins une cinquantaine. Et grâce à son travail éblouissant, justement, où tu vois jamais plus de 2 chars ensemble dans le même plan. Oui, mais... Et pourtant, il y a une profusion, une pléthore, parce qu'ils sont filmés sous tous les angles possibles, à des endroits incroyables. Il faut voir un interview sur YouTube, je suis désolé, j'ai pas la référence en tête, qui a eu lieu peu de temps après ce tournage, où on lui pose la question, c'est bien passé le tournage Croix de Fer? Il répond, ah oui, très bien, 3 suicides, 5 dépressions, un tournage normal, quoi. Qu'est-ce que vous pensez? Bien sûr que ça s'est mal passé, on m'a pas filé les chars. C'est le ton de Peckinpah inimitable, qui fait pas rire en direct. Hein. Je pense que le gars n'en menait pas large en face. Mais est-ce que quelqu'un voudrait un film qu'on n'a pas abordé avant de parler de l'héritage aussi, quand même? Croix de Fer, alors. Encore et toujours. Non, on n'a pas évoqué, je crois, Le Convoi, et puis Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Peut-être si Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, pour une chose qu'on n'a peut-être pas assez dite aussi, c'est combien il y a le montage chez lui, effectivement, mais c'est aussi quand même, peut-être aussi le travail avec le directeur de la photographie, mais la question de la matière et de la plasticité, et surtout des ruines. Ça, c'est quand même un motif essentiel de son cinéma, surtout Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. C'est pour le numéro de Simulacre Ruine qu'il y avait eu... Oui, il y avait eu quelque chose. C'est la couve. sur Apportez-moi la tête. Exactement. Ouais. C'est vrai que c'est un film très terreux, et c'est pas le seul, je sais pas. Mais il y a évidemment cette scène du cimetière, mais ça contamine l'ensemble. Et c'est vrai que pour cette idée de transporter la tête d'un mort, quoi. Oui, bien sûr. On sent l'odeur, hein, c'est cette notion aussi de frontière avec. On est toujours. Il nous fait bien sentir ce sud des États-Unis, voir ce Mexique-là. On le sent qu'on est là-bas. Oui, c'est même une phrase un peu facile, mais par rapport au montage qui peut faire l'équivalent avec le Mexique, mais Burdo par rapport au montage, parle de Peckinpah comme un Eisenstein imbibé de tequila. C'est vrai qu'en plus, quand tu parlais de la crasse du Mexique, ou bien l'odeur qu'on ressent, pour revenir à Croix de Fer, c'est quelque chose qui est vraiment dit de manière claire par un personnage russe, en fait, qui est dans l'armée allemande, qui dit que l'odeur des hommes mêlés à la saleté te rend imperméable aux balles. Ah oui. Et donc c'est vraiment ce genre de... La graisse humaine. Voilà, la graisse humaine, c'est un truc qu'il travaille, parce que dans tous ces films, tu ressens vraiment toute la chaleur des personnages et toutes les épreuves qu'ils traversent en termes physiques, parce qu'ils sont vraiment filmés Enfin, tu sens qu'ils sont dans un terreau dégueulasse. Moi, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est la scène de l'anniversaire dans Croix de Fer, fête à l'hôpital. L'anniversaire du lieutenant Meyer. Exactement, c'est une scène absolument magnifique où il permet, par les jeux de regard et un montage assez court bien sûr, de saisir toutes les relations qui lient ces personnages, qui sont finalement devenus amis, mais ils sont quand même bien obligés de cohabiter, alors qu'à la base, ils ont des parcours différents, des mentalités différentes, ils viennent de milieux différents aussi. Ils sont devenus amis, puis il y a des moments où ça craque, et puis chacun se pardonne parce qu'ils savent bien qu'ils sont dans la même merde. C'est une des plus belles scènes qu'il ait pu faire, avec un personnage qui craque, qui supporte pas cette bonne ambiance factice créée dans les tranchées, et puis en même temps qui reconnaît bien qu'il n'y a plus que ça pour tenir entre eux. C'est une scène absolument magnifique qui met en plus en valeur un personnage qui va mourir peu de temps après, où en plus il est vaguement question de trahison, ou en tout cas de lâcheté d'un des personnages qui sera un des personnages majeurs du film. Voilà, c'est juste pour dire que c'était aussi un bon directeur d'acteurs, parce qu'il mettait souvent en avant des personnages, des gueules qu'on voyait pas beaucoup. Bon directeur de casting aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment d'erreur sur l'ensemble de cette non. Surtout que tu parles des rapports de classe entre les persos dans Croix de Fer, qui est une des pistes d'analyse et les plus intéressantes dans le film, parce que c'est tout le film, enfin une grosse partie du film est construit sur ça, sur les rapports d'opposition qui existent entre les personnages, entre les officiers et le perso de James Coburn, qui lui dit clairement déteste tous les gens de cette race, il les méprise, il les vomit, alors que même lui, il est devenu au fil de la guerre
un officier, et il a ces rapports très intellectuels avec des soldats et avec des officiers qui semblent rien, mais qui en fait démontrent que ce personnage est quelqu'un de éduqué, mais qui méprise la classe d'où il vient, et surtout la classe dirigeante, avec le perso de capitaine de Maximilien Schell, qui représente l'aristocratie prussienne vieillotte, on va dire, face à la montée du nazisme, enfin au fascisme allemand de l'époque. Et ce qui est pervers, c'est qu'il se retourne, il en fait un adversaire digne, parce que au moins ce mec, il est franc dans son approche, il veut la croix de fer, etc. Pour sa classe sociale, il le dit directement. Alors qu'il se retourne plus sur le colonel qui comprend pas, parce qu'il lui dit bah merde, je vous ai toujours bien traité, parce que justement voilà, c'est ça, il pense que lui joue sur les deux tableaux, il aime pas ça en fait. C'est hypocrisie qui fait ben oui, c'est vrai que je suis le chef par mon niveau, mais j'en vois quand même les hommes se faire massacrer, mais je pense à eux. En fait ça le bouffe, il rejette finalement tous les officiers, mais il y a quand même cette fin incroyable où il lui dit je vais vous emmener voir où poussent les croix de fer à ce personnage de joué par Maximilien Schell. Il y a un respect quand même assez étrange, parce que je pense que Peckinpah réalise bien que ce type-là, un but de lui-même et tout ça, il est quand même le fruit d'un milieu, il n'est pas mauvais par nature, en fait, ça n'existe pas chez Peckinpah, ce genre de choses. Pour finir, malheureusement, c'est aussi songer à cette fin d'Osterman Weekend absolument hallucinante, après le discours du personnage de Roger Hauer, qui est un présentateur télé, donc, qui dit il reste une chose à faire maintenant, éteindre la télévision, et puis en gros il reste, et ah non, vous l'avez pas encore éteint, et tout ça, qui est une scène vraiment étonnante, et qui se termine donc ce film vraiment par un siège vide, quoi, le siège du présentateur, quand même fin de parcours, un plan de studio vide, qui est quand même assez impressionnant. Il y a quand même des possibilités d'échapper chez lui, je pense à la voix de Junior Booner et la fin duquel de Junior Booner et de Tueur d'élite, qui est une fin très très belle de film. Le film n'est pas parfait, mais la fin est vraiment très belle. On va procéder en 1 minute à nos top 3. Vous verrez sur la page du podcast la totalité de ceux qui m'ont envoyé leur top 3. Quels sont les films de Peckinpah qui sont mieux que les autres ? Qui sont mieux que les autres. Question un petit peu idiote. On remplace ça par les coups de cœur cette semaine. Mathieu. Moi, ceux que je préfère, c'est Pat Garrett, Billy the Kid et La Horde Sauvage. Et puis après, j'ai eu du mal à déterminer, donc j'ai mis Croix de Fer et Junior Bonheur. D'accord. Simon. Oui, c'est toujours difficile, même si c'est un top que je porte avec moi tout le temps, c'est Croix de Fer, Les Chiens de Paille, La Horde Sauvage, parce que le fond ici, la forme s'ajoute au fond, et ce travail du montage dans ces 3 films me laisse vraiment pantois. Thomas. Donc moi c'est Croix de Fer, qui je pense est mon film de guerre préféré du monde entier, voire un des meilleurs films du monde tout court. Alors Sonnery, ça avait dit qu'on ne pourrait plus faire la guerre après un tel film. Ouais. Il avait même envoyé une lettre à Sam Peckinpah en disant à quel point c'était exceptionnel, que c'était vraiment un gros fils de pute pour avoir fait un film pareil. Il y a d'ailleurs un document étonnant dans le livre de Capricci, une critique en fait du film Un nommé Cable Hog par Samuel Fuller. Oui, je crois que c'est ça. Je suis désolé, j'ai interrompu Thomas. Non, du coup, pour donc le deuxième, c'était la Horde Sauvage et Pat Garrett et Billy the Kid. Et moi, c'est Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, qui est vraiment, en plus, par rapport au cinéma américain des 70, c'est quand même un peu une claque hallucinante. La Horde Sauvage, évidemment, surtout après l'avoir vu, en tout cas en 35 mm, c'était quand même quelque chose. Et Osterman Weekend, parce que décidément, il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté de la télévision cinévisée. Donc voilà. Écoutez, bonne soirée à vous. Merci à Gal pour la réalisation de cette émission. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Dracula, de Frankenstein, et puis de quoi ? Et de planètes avec des extraterrestres. Et de monstres espagnols. Et de monstres espagnols, effectivement. On fait ça. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut. Bonsoir.